Et bienvenue sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir, voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur l'audition du PDG de Lubrizol au Sénat. La commission d'enquête présidée par Hervé Moret commence son travail d'investigation pour faire la lumière sur la gestion de cette catastrophe industrielle. L'État et les industriels ont-ils été défaillants? On prend le temps de se poser les bonnes questions ce soir. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Tout au long de cette heure, nous irons également en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Fanny Conquis. Oui, nous serons avec notamment Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime. Comment protéger les habitants qui vivent près de ces sites classés Seveso? Nous en parlerons avec elle. Merci Fanny, à tout à l'heure. Avant cela, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Anthony Bélanger et Patrick Martin-Genier. Retour ce soir sur tous ces mouvements populaires qui tentent de faire bouger les lignes dans leur pays, du Chili au Liban, en passant par Haïti, l'Indonésie, l'Égypte et le Soudan et j'en passe. À chaque fois, c'est parti d'une nouvelle taxe, d'une pénurie ou d'une hausse des prix, un peu comme les gilets jaunes en France. On verra si cette comparaison est pertinente. Va-t-on vers un automne des peuples? C'est la question que nous nous posons ce soir dans le match des idées. D'abord, état des lieux avec Cécile Sixou. Ils ne portent pas de gilet jaune, mais c'est tout comme. Depuis plusieurs jours, les Chiliens et les Libanais sont dans la rue pour protester contre les inégalités et les conditions socio-économiques. Au Chili, c'est l'augmentation du prix du ticket de métro qui a mis le feu aux poudres. Depuis 4 jours, on assiste à des scènes de guerre dans le pays, comme ici dans les rues de Valparaiso, où l'armée a été déployée. Au total, 15 personnes sont mortes et la contestation ne faiblit pas, même si la hausse du ticket de métro a été suspendue. On a voulu nous augmenter de 30 centimes, mais 30 centimes pour un peuple qui souffre, c'est beaucoup. Donc c'est la goutte qui a débordé le verre et on peut enfin exprimer notre colère. Le président chilien Sebastián Piñera, qui a déclaré son pays en état de guerre, a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions et un couvre-feu dans la capitale. Pour tenter de sortir de la crise, il réunit aujourd'hui les partis politiques du pays. Même processus au Liban, où la mise en place de nouvelles taxes sur l'essence, les cigarettes et sur la messagerie WhatsApp a déclenché il y a une semaine un mouvement de contestation sans précédent. Et même le plan de réforme ambitieux annoncé hier par le président Saad Hariri n'a pas calmé les manifestants qui demandent la démission du gouvernement. Nous ne devrions pas écouter ce que le régime continue de promettre, puisqu'il ne tient jamais ses promesses. Même s'ils disent maintenant qu'ils tiendront leurs promesses, ce ne sont que des mots. Nous avons besoin de voir des actions pour savoir ce que nous ferons ensuite. Depuis plusieurs mois, d'autres feux de contestation sont allumés un peu partout dans le monde, comme en Algérie, en Égypte et au Venezuela. Et avec nous pour le match des idées ce soir, je vous le disais, Anthony Bélanger, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales, chroniqueur à France Inter, consultant pour BFM. Patrick Martin-Genier, bienvenue à vous également, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et auteur de Vers une nouvelle gouvernance mondiale. Merci à tous les deux. Anthony Bélanger, c'est intéressant ce qui se passe là. Ah, c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Moi, je fais d'une période où, par exemple, pour prendre l'exemple de l'Algérie, on nous avait dit « oh, mais non, mais les Algériens jamais redescendront dans la rue. Après 10 ans de guerre civile, ils ont payé pour voir, ils savent ce que c'est que manifester, ils savent ce que c'est que qu'entamer des révolutions et on voit ce que ça donne. Ça fait quoi? 35 semaines qu'entre les étudiants et les Algériens, ils sont descendus dans la rue pacifiquement, le fameux mouvement Hirak pour demander la chute du régime et pas seulement la fin d'un système. On voit cette espèce ces manifestations d'abord de la jeunesse mondiale, parce qu'il s'agit bien souvent de mouvements de jeunes. C'est aussi le point commun entre tous ces mouvements. Oui, il y a dans énormément de cas, ce sont des pays jeunes et des populations jeunes qui n'ont pas connu les situations qui pourraient les empêcher d'aller dans les rues. Par exemple, au Chili, n'ont pas connu les années Pinochet. Donc ils ne connaissent pas la peur de se faire. Ils ne connaissent ni la peur et surtout ils connaissent toutes les contraintes que le monde ancien leur a léguées, que leurs aînés leur ont léguées. Et pour revenir sur le cas de l'Algérie, effectivement, ils ne connaissent pas cette année difficile, ces fameuses décennies horribles qui, dans les années 90, a porté d'une part Bouteflika au pouvoir et qui ensuite a causé 100 000 morts. Ils ne les connaissent pas, ils ont 20, 21 ans. L'Algérie est un pays de 21 ans. Le Chili est un pays qui a à peine 26 ans. On a face à nous... Le Liban aussi Le Liban, c'est pareil, même combat. Le Liban est aussi un pays... Alors, il y a plusieurs choses. C'est à la fois des mouvements de jeunesse, ce sont des mouvements mondialisés, c'est-à-dire que ces jeunes se regardent les uns les autres. Par exemple, les jeunes de Barcelone ont regardé comment
comment les jeunes de Hong Kong ont manifesté, puis ils ont imité leur façon de manifester. C'est l'effet réseau social ? C'est l'effet réseau social, c'est l'effet de mondialisation. On parlait de mondialisation de l'économie, mondialisation des biens et services. Eh bien, il y a une mondialisation de la contestation. Il y a aussi malheureusement les régimes autocratiques qui se regardent les uns les autres et qui souvent utilisent les mêmes méthodes pour... S'imitent eux aussi. Voilà, qui s'imitent eux aussi. Mais ce qui est fascinant, absolument même bouleversant, c'est de voir comment ces mouvements sont en train de grossir au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où donner de la tête quand on est commentateur international pour savoir s'il faut commenter le Chili, la Bolivie, l'Équateur, ici l'Algérie, ici le Barcelone, ici Hong Kong, ici le Soudan, vous le disiez, l'Éthiopie, il y a quelques années de ça, il n'y a même pas quelques années, quelques mois, quelques années de ça. C'est absolument fascinant. On va peut-être revoir cette carte, hein, Patrick Martin-Genier, elle est intéressante. Effectivement, au même moment, à différents points de la planète, les peuples se révoltent. Leur histoire est différente, mais à chaque fois, il y a effectivement un point commun. Ça part d'une hausse de prix, d'une taxe, d'un prix de carburant qui augmente. Il suffit d'une étincelle. Je parlais en introduction d'un automne des peuples. Est-ce que ça vous semble juste comme expression ? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ? Oui, je crois que c'est un automne qui va continuer pendant l'hiver et qui se poursuivra par le printemps. Il y a un point commun entre tous ces pays. On parle également du Venezuela. Ce sont des régimes corrompus. Et ce que n'acceptent plus aujourd'hui, vous parliez des jeunes, ce que n'acceptent plus aujourd'hui les jeunes, c'est la pauvreté. Au Liban, par exemple, un quart de la population est sous le seuil de pauvreté. On parle d'électricité, on parle d'eau. Ce sont des gens qui n'ont pas le minimum nécessaire, alors que ce sont des empires financiers, du libéralisme économique. Même chose au Chili, où 1% de la population détient 25% des richesses. Tout cela, c'est inacceptable. Le capitalisme a du bon, à condition que tout le monde en profite, n'est-ce pas ? C'est vraiment plus des classes moyennes. C'est ça qui est non, mais très attendez, vous avez raison. Ça, effectivement, les jeunes, et cela atteint les classes moyennes. Et quand ça atteint les classes moyennes, eh bien, ça fragilise considérablement le système et le régime. Et même chose au Chili, on abandonne les services publics, c'est ça qui ne va pas. Des services publics de première nécessité, la santé, l'éducation est essentielle aux jeunes pour s'en sortir, mais également, regardez la grève des poubelles en 2015 au Liban, tout ça fait qu'il y a de l'argent, et puis il y a un système complètement corrompu où la classe dirigeante accumule les richesses alors que d'autres n'y arrivent plus, comme au Venezuela. On a un régime corrompu et cela ne marche pas. Lorsqu'on parle, alors soit socialisme, il y a des clans qui accaparent les richesses, soit le capitalisme, et là effectivement, comme vous le dites, des classes moyennes n'en profitent pas. Alors, il y a juste une petite différence tout de même. Il y a tout de même ces mouvements dans des pays illibéraux ou autocratiques et ces mouvements dans les pays démocratiques. C'est-à-dire que dans les pays démocratiques, on voit bien, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une espèce de révolte des enfants des classes moyennes. C'est-à-dire que ces pays sont le plus souvent sortis des problèmes politiques immédiats, ils vont voter, ils ont le droit de vote, quelquefois des démocraties imparfaites, hein, comme au Liban, mais tout à coup, c'est la répartition des richesses qui pose problème. Et puis il y a ces pays dans lesquels, contrairement à ce que disent les autocrates, les peuples veulent voter. Les peuples veulent voter au Soudan, ils veulent voter en Indonésie, en tout cas ils votent en Indonésie, mais ils veulent s'opposer à des lois ou s'opposer à des systèmes qui leur semblent injustes. Et donc vous avez quand même là, à la fois, ce qui est commun, c'est qu'effectivement ce sont des jeunes, mais que vous avez à la fois des révoltes contre les institutions qu'ils estiment... Mais est-ce que ce serait hasardeux de faire un rapprochement avec les Gilets jaunes ? Alors non. Nous sortons, et nous n'en sortons pas, d'ailleurs c'est pas terminé. Nous avons encore ce mouvement, nous aussi populaire, tous les samedis, un peu contre les institutions, contre les élites, contre... Ce qui est très intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que ce n'est pas un mouvement de jeunes. Les Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement de jeunes, c'est un mouvement d'un pays vieux. Un vieux pays comme la France, un pays qui, encore une fois, démographiquement, a 41 ans. Donc pour vous, la comparaison n'est pas Alors, elle l'est, mais en tout cas, moins cet aspect vraiment jeunesse d'un monde jeune qui tente de renverser le monde ancien. Mais c'est vrai qu'il y a, comme au Chili, comme au Liban, comme dans d'autres pays, aussi en France, une souffrance sociale et un problème d'inégalité, de répartition des richesses qui justifie ce type de mouvement. Donc il y a vraiment beaucoup de points communs, et d'ailleurs une partie du mouvement algérien a regardé les Gilets jaunes pour pouvoir lui-même manifester. Une espèce de mondialisation des Gilets jaunes. De récurrence des manifestations. Oui. Le samedi en France, le vendredi pour l'Algérie, y compris une fois par semaine aussi pour Hong Kong, vient peut-être aussi des Gilets jaunes.
Mais la différence, c'est que la France est une démocratie, alors que d'autres pays n'ont que l'illusion de la démocratie. Vous citiez Hong Kong, qu'on n'a que l'illusion de la démocratie, parce qu'il y a la Chine qui est derrière. Bon, le Liban, c'est intéressant, parce que c'est comme une démocratie parlementaire, mais on sait bien que le Liban fonctionne avec une chape de plomb confessionnelle. C'est-à-dire que là-bas, vous savez, on répartit les postes en fonction de votre appartenance à une confession. Il y a les chrétiens qui viennent d'ailleurs de démissionner. C'est d'ailleurs le confessionnalisme qui est immédiatement qui est pris en cause. Et tout le monde est visé, les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, également le Hezbollah. Toutes les forces religieuses sont visées. Et les jeunes, aujourd'hui, ont envie de rompre les murs et de se parler entre eux. Et ça, c'est important, c'est nouveau au Liban, car beaucoup de mariages interconfessionnels se font à Chypre, par exemple, ou à l'extérieur, parce que c'est encore interdit au Liban. Il y a aussi une diaspora, il faut savoir, une diaspora libanaise qui est bien plus importante que la population ça va même au Liban. C'est-à-dire, au Liban, vous avez en fait des clans qui détiennent des villes et qui détiennent des régions et qui détiennent aussi des bouts de pouvoir. Et c'est ce système-là qui est au bout. En fait, partout dans le monde, c'est ce moment où les systèmes anciens sont au bout d'eux-mêmes, que la jeunesse prend les rues, prend les rues pour essayer de le renverser. Et il y a des pouvoirs autocratiques comme au Chili, par exemple. Le président a parlé d'ennemis intérieurs, il a parlé de guerre. Alors le Chili, c'est une démocratie, mais une démocratie incomplète. Une démocratie incomplète, avec effectivement cette tendance à vouloir réinstaurer une sorte de pouvoir autoritaire contre des manifestants. On ne parle pas de pays en guerre. Et vous allez voir demain la Bolivie, vous allez voir que des choses vont continuer en Équateur. C'est un monde en ébullition, écrit le Parisien, qui a consacré un article à ce sujet. Il fait un rapprochement historique. Le Parisien, il nous dit 2019, 1989, un petit air de déjà-vu, ou presque. Il y a 30 ans, l'histoire s'emballait, les tyrannies vacillaient, les peuples opprimés prenaient la rue. De l'Europe de l'Est à la Chine, un vent de liberté soufflait. C'est le deuxième, effectivement, le contre-coup. Moi, je pense qu'on a eu on a eu tort d'expliquer, par exemple, à propos des printemps arabes, que ça avait raté. Les peuples n'oublient jamais quand ils ont été libres, quand ils ont manifesté, quand ils ont perdu la peur. La peur, c'était avant. Entre 89 et 2011, il y a eu des mouvements qui ont essayé de libérer les pays entiers et des mouvements de rétorsion qui ont pu faire peur à une génération entière. Cette génération est passée. Aujourd'hui, c'est des gens de 20 ans qui, entre le Liban, l'Égypte, il y a eu des manifestations dans les rues en Égypte. C'est ahurissant. Eh bien, cette jeunesse-là n'a plus peur. Elle se souvient qu'on lui a dit on pouvait obtenir des choses en n'ayant pas peur. Aujourd'hui, elle n'a pas peur. Elle descend dans les rues et elle prend son destin en main. Deuxième thème de ce match, messieurs. Israël qui vit une page inédite de son histoire politique. Benyamin Netanyahou a jeté l'éponge, incapable de former un gouvernement. C'est donc un centriste qui va s'y essayer. Benny Gantz, avant de vous interroger sur ce sujet, on va tout de suite interroger Philippe Dallier, le président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat. Il est à votre micro, Fanny Conquis, en salle des conférences. Philippe Dallier, après 6 mois de crise politique en Israël, avec ce renoncement de Benyamin Netanyahou, est-ce que Israël peut sortir de l'impasse ? C'est une très bonne question. Si certains trouvent que la politique française est compliquée, la politique israélienne l'est encore beaucoup plus. Et puis, il faut forcer de constater effectivement que le mode d'élection en Israël, qui est la proportionnelle intégrale, donne en plus sur un nombre de députés qui est relativement restreint, 120 députés à la Knesset, on aboutit effectivement à des situations où il peut ne pas y avoir de majorité, c'est ce qu'Israël connaît en ce moment. Et pire que cela, j'allais dire, la clé est souvent dans la main des petits partis, ceux qui ont réalisé les scores les plus faibles et qui ont toujours des exigences disproportionnées par rapport à leur représentation. Donc ça a empêché Benyamin Netanyahou de constituer un gouvernement. Est-ce que Gantz va y parvenir ? Est-ce qu'on peut penser que Benny Gantz peut parvenir à former enfin une coalition C'est très majoritaire. difficile à dire, peut-être une chance sur deux. La possibilité de nouvelles élections à venir dans quelques semaines n'est pas du tout à exclure, donc je ne sais pas répondre par oui ou par non à votre question. Est-ce que ce renoncement annoncé de Benyamin Netanyahou après plus de 10 ans au pouvoir, est-ce qu'il tourne vraiment la page ? Lui seul peut le dire, mais c'est vrai que tous les observateurs ont le sentiment qu'effectivement une page est en train de se tourner et que Netanyahou ne sera plus en capacité d'agir sur la scène politique. Bon, on sait également qu'il a quelques difficultés avec des procédures judiciaires à venir. Donc je pense qu'effectivement le fait d'avoir perdu ces élections et en tous les cas de ne pas avoir été en capacité de réunir une majorité va certainement tourner une page. Cette instabilité politique en Israël, quelles conséquences ça a sur le Moyen-Orient ?
Pas tant que ça. Enfin, des conséquences sur la société israélienne, effectivement, parce que quand on est dans l'instabilité politique, le gouvernement en place expédie les affaires courantes, mais on ne prend pas de grandes décisions. Donc pour la société israélienne, comme pour toute société qui se trouverait dans cette situation, c'est effectivement un vrai problème. Par contre, pour tout ce qui touche à la sécurité de l'État, à mon avis, ça n'a pas d'incidence, parce qu'Israël vit dans une région qui est extrêmement dangereuse, avec des ennemis à ses portes, et on peut leur faire confiance en tous les cas pour gérer cette situation. Merci Philippe Dallier d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci beaucoup Fanny. Patrick Martin-Genier, c'est une situation assez inédite, effectivement. On n'imaginait pas d'ailleurs Benyamin Netanyahou lâché comme ça. Il n'a vraiment pas réussi et maintenant ça va être Benny Gantz. Alors premièrement, il n'a pas perdu les élections puisqu'on est à 63, ils ont chacun à peu près 33, 34 députés. Il faut une majorité de 60 plus 1 à la Knesset. Donc d'abord, il faudrait souligner le fait qu'Israël reste comme une grande démocratie parce que c'est un des rares pays au Proche-Orient où véritablement les forces démocratiques s'affrontent dans des débats parfois violents. En effet, donc il n'a pas réussi à former un gouvernement, c'est le système institutionnel israélien. Le président de la République lui a donné la possibilité de former un gouvernement, puisque c'était le premier parti en réalité, et il avait 28 jours pour le faire, il n'a pas réussi. Maintenant, c'est au tour de Benny Gantz, qui est du parti bleu-blanc. Le problème, comme l'a dit... Un centriste, alors on connaît moins bien en France, on ne sait pas trop... Voilà, enfin bon, il est... Voilà. En réalité, il ne diffère de rien sur la politique de sécurité d'Israël, la politique étrangère, c'est un peu sur l'aspect économique et social, mais en réalité, là où ça ne va pas, c'est avec l'alliance avec les petits partis. Alors, on l'a bien vu, c'est que Benjamin Netanyahou, lui, était allié avec des ultra-orthodoxes, tandis que Benny Gantz lui-même veut s'allier avec d'autres. Et il y a un petit parti qui devrait faire la majorité, qui a 8 sièges, c'est le parti Israël Beitenu, qui est dirigé par Igor Lieberman, qui a 8 sièges. Avec Lieberman, vous voulez dire Lieberman, et qui est en situation de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et lui, il est laïque, il est nationaliste, et il ne veut pas s'allier avec les partis ultra-orthodoxes, ce qui fait que ce sont des partis, comme il a été dit, qui ont des exigences peut-être disproportionnées par rapport à leur faiseur de roi par rapport. Mais quand on dit que Netanyahou a renoncé, il n'a pas renoncé. Je lisais dans la presse israélienne ce matin qu'en réalité, s'il perdait, il deviendrait chef de l'opposition en espérant pouvoir revenir au pouvoir dans les mois qui viennent. C'est pas fini pour Benyamin Netanyahou. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a effectivement la possibilité que Israël Beitenu, c'est-à-dire le parti de M. Lieberman, se mette du côté de M. Gantz. C'est un peu étonnant parce que c'est un ultranationaliste, mais il est tellement laïcard, il déteste tellement les partis ultra-religieux, notamment sur une histoire qui traîne dans la société israélienne depuis très longtemps, c'est-à-dire est-ce que les étudiants de Yeshiva, c'est-à-dire les étudiants qui doivent faire l'armée ou pas, c'est sur cette question-là qu'il n'a pas voulu s'allier avec monsieur Netanyahou, et c'est sur cette question-là qu'il pourrait s'allier avec Benny Gantz. Bon, écoutez, on ne va pas revenir sur la politique israélienne telle qu'elle. Il faut noter que de toute façon, quand même, une chose très importante, c'est que monsieur Benny Gantz est de toute façon un militaire. C'est un ancien chef d'état-major, comme souvent d'ailleurs en Israël, les chefs de parti ou les anciens premiers ministres sont avant tout des militaires. Donc, vous aviez raison de souligner qu'en fait, la question militaire, la question de la sécurité n'est pas au cœur des débats. Les deux ont à peu près la même vision, les deux de ce qui doit se passer pour la sécurité d'Israël. Votre camarade posait la question de savoir si ça changeait les choses d'un point de vue... Pour la région? Non, parce qu'Israël est un exercat, c'est-à-dire est une espèce d'oasis à la fois de richesse et de sécurité au milieu d'une région. Oui, mais on sait que Netanyahou est un homme aux mains de fer et qu'il tenait, enfin c'est ce que disaient les Israéliens, qu'il tenait le pays et qu'il tenait la région. Est-ce que ça peut changer si c'est un Benny Gantz qui prend les rênes? Il tient le pays, oui, il tient le pays depuis qu'en fait il a effectivement enfermé la partie israélienne de la population de la partie palestinienne avec un mur et avec d'autres mesures de sécurité drastiques. Israël, en fait, est une espèce de pôle à la fois de sécurité économique occidentale, avec des standards de vie occidentaux, dans un monde qui, lui, n'est pas du tout occidental, ni par les standards de vie, ni par les mœurs politiques. Donc, il y a... pour la région, aucune incidence, à moins qu'Israël décide, par exemple, de s'en prendre à l'Iran sur son programme militaire. Mais ce n'est pas vraiment du tout ce que la politique... Et dans son rapport avec l'Europe et avec la France, est-ce qu'un Benny Gantz aurait davantage les faveurs d'un Emmanuel Macron ou pas du tout? On sait que les relations étaient tendues. Les relations étaient assez tendues avec un Netanyahou qui est un ultranationaliste, qui est à droite, extrêmement à droite, et qui a à cœur qui a une vision de la politique étrangère extrêmement dure, notamment vis-à-vis de l'Iran. Au cas
aucun compromis, alors que la France a tout de même signé cet accord de 2015 qui permettait à l'Iran de rentrer dans le rang des nations. Il aura probablement plus de choses à dire à Benny Gantz, qui lui est un homme plus centriste, qui aura peut-être à cœur à chercher des compromis et à trouver avec ses voisins un modus vivendi un peu moins raide ou roide que monsieur Netanyahou. Oui, mais comme ça a été dit, en termes de sécurité, il n'y a rien. Et puis, il y a la question, naturellement, qu'il faudra aborder, parce que la santé économique d'Israël, il n'y a aucun souci, ça se passe bien, il y a de la croissance, le chômage est bas, donc il n'y a pas de problèmes économiques. Avec quand même une pauvreté importante, parce que rappelons quand même que une première manifestation du type de celle qu'on voit aujourd'hui dans les rues, c'est en Israël qu'elle s'est passée. C'est vrai. Mais il y a aussi le problème des colonisations, la colonisation. Et puis, il faudra bien un jour régler cette histoire d'une coexistence pacifique avec les Palestiniens, et c'est là où ça ne passe pas, quoi. Troisième thème de ce match, la Syrie et la guerre qui l'oppose à la Turquie par le biais des Kurdes. Visite surprise et inédite de Bachar el-Assad dans la province d'Idleb tout à l'heure, près de la ligne de front. La bataille d'Idleb est la base pour mettre fin au désordre et au terrorisme dans toutes les régions syriennes, a dit le président syrien. Le Sénat est en train de discuter une proposition de résolution sur le conflit. Alice Bardot, on vous retrouve en direct de la salle des conférences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Oui, tout à fait, Rebecca. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, les sénateurs ont justement adopté à l'unanimité cette proposition de résolution concernant l'offensive turque au nord-est de la Syrie. Alors, ce texte vise à demander au gouvernement d'agir pour faire cesser cette offensive à l'encontre des Kurdes, que son auteur Bruno Retailleau va jusqu'à qualifier de nettoyage ethnique. Alors, cette proposition de résolution prévoit plusieurs mesures pour éviter, je cite, l'éradication des Kurdes, mais aussi la résurgence de Daesh détenus dans leur prison. Écoutez le président du groupe LR, Bruno Retailleau, les préciser. Sur le plan européen, nous sommes un certain nombre depuis des années à penser que faire courir le processus d'adhésion à la Turquie n'a tout simplement aucun sens. Nous aurions dû stopper les pourparlers d'adhésion à la Turquie. Qui peut penser aujourd'hui que l'avenir de la Turquie est en Europe, mes chers collègues? Et puis, il y a le court terme. Bien sûr, il faut que notre diplomatie, qui est une grande diplomatie, puisse travailler à obtenir l'arrêt de cette offensive, le retrait des troupes turques, pour que nos frères kurdes puissent se réinstaller, bien évidemment. Nous devons aussi garantir un acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à toutes les populations. Alors les sénateurs sont unanimes, le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux, selon les mots du président du groupe socialiste Patrick Kanner. Dans sa réponse, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne a mis près de 10 minutes avant de parler des moyens d'agir du gouvernement. Il a notamment répété le rôle moteur de la France sur la scène internationale, mais surtout il a rassuré les sénateurs sur l'une de leurs inquiétudes. La ligne de l'exécutif est claire. Le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est stoppé, comme l'avait rappelé le président en 2018. Alors, si cette proposition de résolution incitera peut-être le gouvernement à aller plus loin pour contrer l'offensive turque en Syrie, selon le ministre, nous ne pouvons pas sortir indemnes de ce conflit, mais pour le socialiste Rémi Féraud, il est encore temps d'éviter la guerre. Merci beaucoup Alice. Une réaction, Tony Bélanger ? Dans ce conflit en Syrie, l'Europe est totalement empêchée. Les États-Unis, on l'a bien vu, sont sortis d'affaire. Nous ne sommes plus qu'un acteur externe, alors que la Russie, l'Iran et éventuellement même Israël ou les autres sont des acteurs internes. Nous ne sommes plus qu'un acteur externe parce que nous ne pouvions agir en fait en Syrie. Nous avions d'ailleurs envoyé sur place, notamment en soutien aux Kurdes, des commandos, des forces spéciales qui sont encore présentes, oui, mais qui dépendaient pour la logistique des Américains. Donc en fait, elles sont encore présentes le temps que les Américains peuvent encore assurer un peu de logistique et puis ensuite il faudra partir. Donc je rappelle toujours que quand Mme Parly va en Irak, elle y va à bord d'un avion américain. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'un rapport, en fait, que les rapports qu'on entretient et les moyens de pression qu'on a avec la Turquie ou avec les acteurs locaux. Avec la Syrie, c'est même pas la peine d'en parler, on n'a même plus de relations diplomatiques. Je parle de la Syrie de Bachar el-Assad. Avec la Turquie, on avait encore affaire à un allié.
notamment dans le cadre de l'OTAN et aussi dans le cadre d'un partenariat avec l'Union européenne. Or, la Turquie a bien fait comprendre, dans les semaines avant son offensive, que si elle le voulait, elle pouvait lâcher la bride à 3,5 millions elle pouvait cesser de retenir 3,5 millions de réfugiés syriens sur son sol. Il y a eu dont cette une menace, partie bien d'entre sûr. eux, mais est une menace qu'elle a Mise à exécution en partie. Aujourd'hui, s'il y a 20 000 réfugiés dans l'île de Lesbos, c'est parce que la Turquie a fait savoir qu'elle pouvait le faire. Et donc, en fait, devant cette menace, l'Europe est tétanisée. Totalement dépendant. Totalement. C'est-à-dire, personne ne veut en Europe revivre ce qu'on a vécu en 2015 et 2016, c'est-à-dire une vague de migrants d'1 million à 2 millions de personnes dans les 2 ans. Donc, en conclusion, nous ne pouvons absolument rien faire face à la Turquie, qui, grosso modo, la patinoire pour elle, si je puis m'exprimer ainsi, pour dire, en parlant d'une chose horrible, qui consiste à mener une guerre sur un sol étranger, parce qu'il s'agit bien là d'une invasion de la Turquie en Syrie, contre des Kurdes qui étaient nos alliés. Donc, la Turquie préparait depuis très longtemps. Mais elle a reçu une espèce de droit de passage par les États-Unis. Et c'est horrible parce que c'est vraiment une humiliation, une double humiliation pour l'Europe. Ne plus pouvoir intervenir sur place parce que les Américains partent, et en plus de devoir abandonner, sans ne l'avoir jamais voulu ni même décidé, des alliés kurdes qui pourtant se sont battus pour nous. C'était nos foot soldiers sur place. C'était nos soldats, c'était notre armée présente sur place, c'était vraiment ces Kurdes. Patrick Martin-Genier. Oui, c'est vrai. Je crois, tout ce qui représente les Kurdes, eh bien, il ne peut pas les voir. Il y a effectivement, alors je ne sais pas s'il faut employer l'expression du sénateur nettoyage ethnique, mais on n'en est pas loin quand même parce que il confond, pour lui, tous les Kurdes sont des quasi-terroristes. Alors, naturellement, il faut faire la différence entre le Parti travailleur du Kurdistan, qui sont considérés comme une organisation terroriste, et le HDP, qui est quand même le Parti démocratique des peuples, qui est la branche politique. Ce sont des gens qui sont représentés à la Grande Assemblée nationale turque, et il veut les éliminer. Il les a arrêtés. Il a arrêté certains parlementaires. Il y a un renforcement de son pouvoir autoritaire. Et il y a pas plus de 15 jours, il a fait arrêter 15 maires du HDP dans le sud de la Turquie. Donc on voit bien que ça ne lui plaît pas. Et ça part effectivement d'une décision parfaitement irresponsable de Donald Trump d'avoir retiré ses troupes, alors que les Turcs, effectivement, étaient du côté des Occidentaux contre Daesh. En même temps, si vous voulez. Pour conclure, il nous reste moins d'1 minute. En même temps, si vous voulez, c'est tout de même une chose terrible à devoir. En fait, pourquoi est-ce qu'Erdogan se comporte comme ça maintenant? D'abord parce que c'est possible et que de cette manière, Donald Trump lui a donné la permission. Et ensuite parce qu'il est lui-même dans des contraintes nationales extrêmement fortes. La crise est là en Turquie. La croissance n'est plus ce qu'elle était. Il vient de perdre la ville d'Istanbul et donc avec elle, en fait, les grandes villes du littoral. Donc il est politiquement contraint. Il est en difficulté aussi économique. Et au fond, dans ces cas-là, que font les autocrates? Eh bien, ils s'inventent une petite guerre et pour rassouder les esprits. C'est-à-dire qu'ils foncent vers un nationalisme qui, là, pour le coup, risque de causer une catastrophe épouvantable dans la région. Et petit dernier mot, c'est là où on voit que l'Europe est un nain politique et que lorsque, par exemple, le président de la République parle de restructurer l'Union européenne, il faudrait réfléchir à une vraie politique étrangère commune, car c'est ensemble qu'on est fort et non pas séparés. Et on voit que l'Europe est très faible dans ce conflit. Ça, je peux vous le dire, je ne verrai pas ça de mon vivant. Pour avoir plus de poids à l'international. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. ALPL continue, place à notre grand débat. On va prendre le temps de revenir sur l'accident industriel de l'usine Lubrizol. La commission d'enquête du Sénat a donc commencé son travail d'investigation. Les sénateurs iront à Rouen jeudi et cet après-midi, ils ont auditionné le PDG de l'entreprise. Nous a-t-il aidé à faire la lumière sur les causes et les conséquences? Que faut-il en retenir? On a une demi-heure pour se poser les bonnes questions avec nos invités. D'abord le point avec Audrey Vuettaz. Avant toute explication, le PDG de Lubrizol a commencé par demander pardon. Je voudrais tout d'abord présenter nos excuses les plus sincères à tous ceux qui ont été impactés par l'incendie du 26 septembre. Il a ensuite tenté, sous serment, je le jure, de répondre aux inquiétudes nombreuses des sénateurs concernant les risques sanitaires de l'incendie du mois dernier. Est-ce qu'on connaît vraiment la dangerosité du panache de fumée qui est sorti et qui a flotté sur la ville de Rouen et ses environs? Réponse maladroite d'Éric Schnur. Les produits qui ont brûlé ne présentent pas de danger à la santé outre les irritations. Il n'y a aucune différence significative entre ce qui a été brûlé dans le feu et ce qui peut brûler dans l'incendie d'une maison. Face au scepticisme des sénateurs, les retombées ne sont pas nocives. Permettez-moi juste
de vous faire part de mon étonnement. Sans faire de catastrophisme, je pense quand même qu'on est là devant une catastrophe écologique. Le directeur s'est engagé à leur fournir toutes les analyses effectuées par des experts indépendants. Quant au déroulé de l'accident, il s'affine. D'après nos informations, l'incendie a débuté hors de notre site, mais nous devons encore en déterminer les causes. Il est trop tôt pour en dire plus. Une enquête judiciaire est en cours. Trop tôt aussi pour évoquer précisément les indemnisations qui répondront aux préjudices subis par les agriculteurs et les sociétés environnantes. Mais le PDG promet que Lubrizol sera au rendez-vous. Une nouvelle promesse face à laquelle la Commission reste prudente. Soyez certains que nous serons très vigilants quant au fait que ces bonnes intentions se traduisent dans les faits. Les sénateurs poursuivront leur enquête jeudi sur le site de Lubrizol. Et avec nous pour ce grand débat, Nicole Bonnefoy, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste de la Charente, co-rapporteur de la commission d'enquête du Sénat liée à cet incendie de l'usine Lubrizol il y a presque un mois. Agnès Canaillé, bienvenue à vous également. Vous êtes sénatrice LR de Seine-Maritime, membre également de cette commission d'enquête. Bertrand Brulin, bienvenue. Vous êtes délégué fédéral de la Fédération Chimie Énergie CFDT en charge de la branche chimie. Et Judith Reynorn, bienvenue à vous également, historienne, spécialiste des risques industriels et auteur de ce livre Blanc de plomb, histoire d'un poison légal. Merci à tous les quatre. Nicole Bonnefoy, on a eu excuses, on a eu de la compassion, on a eu des promesses de transparence. Éric Schnour a, semble-t-il, cherché à montrer patte blanche. Est-ce qu'il vous a convaincu pour autant ? Non, votre tête est plus longue. Convaincu, non. Pour autant, il souhaite que toute la transparence soit faite. Il souhaite savoir d'où est parti l'incendie, considérant qu'il n'est pas parti du périmètre de l'entreprise. Donc, il attend que l'enquête fasse jour pour voir la réalité des responsabilités. Vous voulez dire qu'il a montré quand même de la bonne volonté. En même temps, on peut le comprendre. Après, il a souhaité s'impliquer, indemniser, etc. Mais c'est vrai qu'on était assez interloqués, on l'a vu tout à l'heure dans les images, considérant par exemple que la fumée n'était pas plus nocive qu'une fumée de maison, alors que quand même ce sont des produits chimiques. Donc je pense bien évidemment à toutes les personnes, tous les habitants du secteur de Rouen qui ont eu à respirer et qui respirent encore avec des nuisances importantes. Donc ça pose question, quoi. Visiblement, on avait du mal à admettre cette situation-là. Un discours rassurant mais pas très crédible, Agnès Canaillé ? Effectivement, je pense que Éric Schnour avait la volonté de dire ce qu'il pouvait. Il a eu la volonté de s'excuser à plusieurs reprises au cours de... Rappelons qu'il était quand même obligé de venir, on est bien d'accord, et qu'il a prêté serment. Il n'est pas venu juste par bonne volonté, il est venu parce qu'il n'avait pas le choix. Effectivement, c'est le principe de la commission d'enquête, c'est-à-dire qu'il était convoqué et il était obligé de se rendre à cette convocation et de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc je pense qu'il a dit sa vérité, je pense qu'il a effectivement, il s'est excusé de ce qui s'était passé le 26 septembre à Lubrizol et des conséquences. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et beaucoup de questions qu'on lui a posées auxquelles il n'a pas répondu et pour lesquelles il a été plus que évasif. Parce qu'il a éludé, il a essayé de contourner la réponse, ou il a dit je ne sais pas ou... Je pense qu'il n'avait pas toutes les réponses à son niveau sur la manière dont les choses se sont déroulées concrètement, qu'il a tenté d'apporter un certain nombre de réponses. Maintenant, on a encore un grand nombre d'interrogations et c'est tout l'intérêt de cette commission d'enquête qui va prendre le temps, en plus, de mener ses travaux. 6 mois. 6 mois. 6 mois, c'est la durée habituelle, mais il m'avait semblé que cette commission serait plus rapide pour avoir des résultats et des réponses plus rapides, non ? Elle peut être plus rapide, on le souhaite, mais la durée maximum est de 6 mois. On souhaite effectivement, dans les mesures du possible, réduire son temps. Pour autant, il faut qu'on auditionne des parties prenantes. Et l'intérêt, c'est de partir du terrain pour voir la réalité, mieux comprendre ce qui s'est passé, de manière ensuite à en tirer les enseignements. Bertrand Brulin, quel a été votre regard sur cette audition et ce travail de la commission d'enquête qui va essayer de chercher la vérité, de faire la lumière sur cette question ? Alors, sur l'intervention du PDG Éric Schnour, je suis désolé, je n'ai pas eu la possibilité de la regarder cet après-midi. On a eu une petite opération rattrapage là, avec le résultat, vous avez eu un petit sujet. Non, je dirais qu'il est dans son rôle, tout simplement. Aujourd'hui, c'est pas pour appuyer le sens de ses déclarations, mais aujourd'hui, moi, je croise avec les salariés de Lubrizol, parce que je les vois régulièrement au nom de la fédération et du syndicat en local.
Et ils ne s'expliquent toujours pas non plus, eux, comment a pu se produire cet incendie. Ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, notamment parce que je pense à Éric Schnour qui leur a promis qu'ils continueraient de toucher leur salaire pendant toute la durée des travaux, ils continuent ils ne perdent pas leur emploi. Ça fait partie des inquiétudes, j'imagine, qu'ils ont exprimées. Alors, sur ce que fait et la façon dont Lubrizol va traiter cette situation, aujourd'hui, moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas de mesures de chômage technique envisagées. Pour autant, et ça fera l'objet aussi, je pense, pour partie probablement des travaux de la commission, il y a une question qui se pose sur la pérennité du site et un éventuel redémarrage de ce site. Pour autant, on sait que ça va probablement se jouer autour de la capacité, je dirais, de la population à voir ce site redémarrer. D'ailleurs, il a dit qu'il ne reconstruirait pas une usine. Donc, effectivement, se pose la question Oui, il était évasif sur la question. Oui. Judith Reynaud, j'aimerais aussi votre avis sur ce type d'exercice où effectivement il arrive pour se justifier, s'excuser, montrer patte blanche. On voit qu'il y a aussi une forme d'opération de communication pour Lubrizol. Certes, je pense en effet qu'il était tout à fait dans son rôle. Moi, je voudrais peut-être me féliciter que le Sénat aussi soit dans son rôle et que les pouvoirs parlementaires, en fait, que les institutions parlementaires se saisissent de cette histoire. Je trouve que c'est tout à fait intéressant et qu'il y a là quand même un vrai élément de démocratie qui me semble absolument fondamental dans cette situation. Il y a quand même eu une sorte de cacophonie initiale et que là, on commence justement à prendre le temps et que les parlementaires se saisissent de cela pour auditionner et faire un vrai travail pour essayer de comprendre à la fois ce qui s'est passé évidemment au moment de l'incendie, mais aussi la manière dont la crise a été gérée dans les jours qui ont suivi et dans les semaines qui ont suivi. Je pense que c'est absolument fondamental. Alors, à l'Assemblée comme au Sénat, Éric Schnour a tenu un discours très rassurant sur la pollution de l'air, c'est un peu ce que vous disiez, et sur les conséquences pour la santé des Rouennais. Voilà ce qu'il nous dit, je le cite. « Nous savons précisément quels produits Lubrizol ont brûlé et nous pouvons affirmer que ces substances ne posent aucune menace sur la santé, ni à court terme, ni à long terme. » Voilà les termes d'Éric Schnour tout à l'heure. Même tonalité dans le discours d'Agnès Buzyn, cette fois hier soir, qui était l'invitée d'audition publique sur Public Sénat. Écoutez. Aujourd'hui, les Rouennais respirent un air sain. Ils le respirent d'ailleurs depuis le deuxième jour. En tous les cas, dès que nous avons fait des mesures, il n'y avait pas dans le nuage et ensuite dans l'air ambiant de traces d'hydrocarbures, d'amiante, puisque nous avons recherché l'amiante, de traces de dioxine. Et donc aujourd'hui, les Rouennais peuvent être tranquillisés sur l'air qu'ils respirent. Bertrand Brulin, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cela? Vous êtes quand même un spécialiste des produits chimiques. Est-ce que pour vous, on peut dire dès le deuxième jour que les Rouennais respiraient un air sain? Non. Je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer de cette façon. La particularité des produits chimiques comme d'autres produits, c'est que suivant la concentration, suivant les températures à laquelle ils sont exposés, modifient leur structure. Et donc aujourd'hui, moi je suis incapable de vous dire si... et pour aller même plus loin, j'ai pris contact avec d'éminents toxicologues au niveau national qui nous disent que c'est un exercice très délicat. Très très délicat de mesurer dans ces conditions la toxicité d'un produit dans les conditions de l'incendie qu'il y a eu. Et en même temps, on a, alors j'imagine que les services de police qui mènent l'enquête ont le détail très précis à la fois des produits qui étaient présents sur le site, et je pense que la commission l'aura, mais également ceux qui ont brûlé. Donc c'est une question assez difficile. Pour autant, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on mesure la toxicité de ces produits. Et c'est Normandie Atmosphère, je crois, Normandie Atmosphère, qui a relevé, qui a fait ces échantillonnages dès les premières heures du sinistre. Est-ce que les appareils qui détectent ou qui étaient en place pour mesurer la qualité de l'air étaient calibrés pour rechercher ce type de produit? Quelle fréquence avaient les échantillonnages sur ce type de produit? Donc voilà, il y a toute une question, mais ça renvoie aussi d'une façon assez générale à comment on s'inscrit dans la prévention des risques technologiques. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ce débat, en partant de Lubrizol, nous amène un petit peu plus loin que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je crois, sauf erreur de ma part, un peu plus de 1300 sites. Ah oui, mais on y consacrera même une partie entière, puisqu'on en a effectivement 1312, j'ai le chiffre sous les yeux, voilà. et on y reviendra. Parce que ça concerne effectivement tout un tas d'autres sites Céveso. Judith Reynaud, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur l'incertitude en fait, dont vous faites état. Je pense que c'est très important, en effet, d'être capable d'exprimer cette incertitude.
C'est-à-dire qu'on nous a dit dès le deuxième jour qu'il n'y avait aucun problème. C'est évidemment dire je ne sais pas, nous ne savons pas exactement, c'est tout d'un coup accepter qu'on n'est pas dans la maîtrise complète en fait de ce qui est en train de se passer. Et là, je crois qu'il y a la politique est venue se mêler en fait. Voilà, absolument. Et donc je crois que c'est ce qui est très important en effet. Et c'est ça aussi qui a créé la défiance de la population, c'est cette espèce d'affirmation de certitude qu'il n'y avait absolument aucun danger, qui à nouveau ici dans le alors que des chimistes, des spécialistes nous disent eux-mêmes non, ce n'est pas possible de savoir si ça a un effet ou pas. Nous n'avons pas forcément les bons outils, nous ne savons pas exactement comment mesurer au bon moment ces toxiques. Donc je crois que c'est très important que cette posture de maîtrise qui est absolument illusoire, soit abandonnée par les pouvoirs publics, parce qu'il me semble que c'est là en effet que se niche du coup la défiance et qui évidemment est un élément fondamental du débat actuel. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et j'ai questionné d'ailleurs le PDG du Lubrizol parce que pour lui, il n'y avait pas de souci sur la toxicité et lui demandant l'interférence des produits chimiques entre eux parce qu'il y a les substances individuelles et dans l'embrasement de l'incendie, ces substances qui sont mélangées et qui font une toxicité différente de chaque produit individuellement, quoi. Donc on connaît tous les conséquences des effets cocktails, les produits chimiques, et donc mais d'où ce manque d'humilité des autorités. Oui, c'est ça. Qui, elles, on dit tout de suite, c'est bon. Voilà, et d'où cette défiance, des citoyens qui disent, quand même. Ils ne peuvent pas nous dire que ça va être trop rassurant trop vite. Oui, avec à mon avis aussi une difficulté, c'est qu'il y a eu un peu une cacophonie quand même du message public au départ, avec des messages assez contradictoires, et puis des autorités publiques qui voulaient avoir des discours techniques et des discours techniques assez opaques, parce que on a beau nous donner la liste des produits. Moi, je ne suis pas chimiste, je vois même que les chimistes ont eux-mêmes des questions pour savoir ce que l'addition des produits fait entre eux. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie cacophonie, un vrai mélange du rôle et de la place. Et puisque vous pointez du doigt cette cacophonie, est-ce que ça veut dire que potentiellement cette commission d'enquête pourrait être amenée à demander à des ministres de venir s'exprimer ? Bien sûr. Oui. Les ministres vont venir d'ailleurs. C'est prévu ? C'est prévu. Quand ? Vous savez déjà ? Les calendriers sont en train de se caler. Madame Buzyn, la ministre de la Santé, je crois que ça va être une des premières à venir devant la commission d'enquête. Mais oui, nous souhaitons entendre tous les ministres concernés par le sujet. Et dans quel but ? Leur demander des comptes sur ce qu'ils ont pu déclarer quelques heures après l'incendie ? Nous souhaitons, au-delà de l'événement Lubrizol lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, traiter... il y a la problématique de la prévention des risques, on l'a dit, cette culture du risque qu'on n'a pas de façon générale en France, y compris sur les risques industriels. Et puis, il y a ensuite la gestion des risques eux-mêmes et donc la nécessité que les ministres ont... Ah oui, nous souhaitons le volet urbanisme, bien parce sûr. que là aussi il y a un sujet. Et puis ensuite cette cacophonie qui rend la parole du politique plus crédible, quoi. Et nous sommes, nous, des personnes engagées. Et donc nous considérons que c'est quand même très ennuyeux cette remise en cause du politique. Et la chaîne d'information, vous disiez aussi, Agnès ? Oui, la chaîne d'information. Je pense que ce qu'il faut aussi que l'on appréhende dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est comment s'est déroulée en l'espèce sur l'affaire Lubrizol la transformation de l'information et à la fois aux habitants, aux autorités et aux élus locaux, et comment justement il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements et comment on peut en tirer les conséquences pour l'avenir. Et je pense que c'est ça qui est important. Et si je peux me permettre, alors il y a bien évidemment Lubrizol avec cet incendie incroyable, et les conséquences environnementales, sanitaires, économiques, tout, mais il y a d'autres sites en France on va y venir, Céveso ou pas Céveso d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres, y compris des friches industrielles, pour certaines qui sont à ciel ouvert, qui n'ont pas été dépolluées et qui ont des conséquences dramatiques pour l'environnement et pour la santé humaine. Et c'est un vrai sujet qu'a fait découvrir ce drame de Lubrizol. Alors, sur quoi cette commission d'enquête pourra-t-elle déboucher très concrètement ? On le disait, il y a plus de 1300 sites Céveso en France. Ils sont parfois très près des habitations. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va en parler dans un instant. Je vais vous poser la question. On va d'abord aller en salle des conférences. Fanny Conqui, vous êtes aux côtés de Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime, elle aussi membre de cette commission. A-t-elle des pistes, des solutions ? Alors Céline Brulin, on a constaté avec l'urbanisation croissante que de très nombreux sites classés Céveso se trouvaient très près de zones d'habitation. Comment peut-on maintenant protéger ces habitants ?
Souvent, ce sont les habitations et l'urbanisation qui s'est rapprochée de sites qui sont déjà anciens. Le site de Lubrizol à Rouen est implanté là depuis 1954. On a des sites en Vallée de Seine qui sont depuis les années 30. Et il y a des projets, par exemple, qu'il faudra, à mon avis, revoir à Rouen, d'un écoquartier, par exemple, sur lesquels, par exemple, mes amis communistes avaient exprimé les plus grandes réserves. Mais il faut aussi qu'on assure la sécurité à partir de ce qui est stocké et produit dans les entreprises. Par exemple, on ne peut pas accepter, me semble-t-il, les nouveaux assouplissements qui ont été permis par la loi ESSOC, qui permettent de produire davantage ou de stocker des produits dangereux sans études de danger, sans études environnementales, avec d'autres assouplissements qui étaient aussi prévus quelques jours avant la catastrophe de Rouen. Et puis, je crois qu'il faut aussi réinvestir les CHSCT, qui sont des organisations au sein des entreprises, avec des salariés, avec un savoir-faire immense, qui permettent d'amoindrir les risques. Alors, on sait qu'il y a des plans de prévention des risques technologiques, PPRT, qui ont été créés après la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Est-ce que ces plans sont suffisants ? Ces plans, déjà, il faut qu'ils soient mis en œuvre en totalité. Or, il y a des sujets, par exemple, sur le financement, parce que des familles qui sont, par exemple, contraintes d'installer des triples vitrages dans leurs habitations n'ont pas toujours les moyens de le faire. Il y a des collectivités qui viennent les aider, mais je crois qu'il faut aussi que l'État réfléchisse. Aujourd'hui, l'État indemnise les habitants sous forme de crédit d'impôt, sauf qu'il leur faut avancer l'argent. Et je crois que ce sont des dispositifs sur lesquels il faut réfléchir, parce que les gens n'ont pas tous les moyens de faire ces travaux. Dernière question, est-ce qu'il faut songer à déplacer certains sites ou certains stocks, que vous me disiez, ou évacuer certaines zones pour garantir la sécurité des habitants ? Il faut peut-être, mais il faut dans un premier temps, je pense, remettre des normes de sécurité absolues. Je pense qu'on ne peut pas jouer avec la sécurité. Or, la commission d'enquête le dira sûrement. Mais on voit qu'il y a eu des assouplissements qui sont de très mauvais augure. Merci Céline Brulin d'avoir répondu à mes questions. Merci Fanny, merci à Céline Brulin d'avoir participé à cette interview. Agnès Canaillé, vous vouliez réagir ? Oui, non, parce que ma collègue Brulin dit un certain nombre de vérités. Sur les PPRT, effectivement, ils sont actionnés avec une inégale mise en œuvre sur les territoires. Donc on parle de plans mis en place après la catastrophe AZF en 2001. Tout à fait, des plans de prévention des risques technologiques. D'accord. Moi, je suis d'un territoire, le Havre, où on a 23 usines Céveso dans la zone industrielle. Il y a un PPRT qui a été adopté avec des mesures fortes, des mesures d'information, des mesures de prévention. Il y a aussi une solidarité entre les entreprises du territoire via Synerzip qui s'est créée pour travailler de concert sur ce risque industriel. Il y a des mesures, Céline Brulin en parlait, qui ont été mises en œuvre pour financer effectivement chez les habitants des travaux de triple vitrage, des travaux de mise en de mesures d'alerte pour l'ensemble des riverains. Mais cette culture du risque, elle est très inégale d'un territoire à l'autre, ne serait-ce qu'à l'intérieur même du département de la Seine-Maritime. Alors, est-ce qu'on peut peut-être regarder cette carte, pardon, je m'étrangle, des sites Céveso en France. Il y en a 1312 installations industrielles qui présentent des risques d'incidents majeurs, répartis en deux catégories. Céveso seuil haut, 705 sites, et Céveso seuil bas, 607 sites. Est-ce qu'on a les moyens d'améliorer la sécurité de tous ces sites ? Je pense que si c'est nécessaire, il faudra se donner les moyens d'améliorer la sécurité. C'est inévitable. Et alors, je repensais à ce qui venait d'être dit, à savoir après AZF, s'était posé la question de la sous-traitance. Et donc de la nécessité d'une sous-traitance formée. Et donc là, lorsqu'on a auditionné tout à l'heure le PDG de Lubrizol, justement, on lui posait la question sur la sous-traitance. Est-ce qu'il y avait beaucoup de sous-traitance ? On sait que dans cette catégorie d'industrie, il y a beaucoup de sous-traitance. Et il a répondu en disant que la sous-traitance, enfin les sous-traitants étaient formés sur les questions de sécurité au même titre que les personnels. Donc ça, c'est des questions qu'on va approfondir dans le cadre de la commission d'enquête. Vous avez des doutes ? On a quand même quelques doutes sur la formation à la sécurité des sous-traitants. C'est un vrai sujet, ça, Bertrand Brulin, la question des sous-traitants ? Oui, tout à fait. C'est un article du Monde qui a interpellé sur ce point. Oui, j'entends bien. Le principal, aujourd'hui, le principal outil, je dirais, qui existe, c'est ce qu'on appelle le MAS. Et les entreprises doivent être, entre guillemets, masées pour intervenir sur des sites classés.
Pour autant, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On assiste aussi sur ces champs-là comme sur d'autres à la réduction de coûts, donc la renégociation de contrats en quasi-permanence. Et voilà, on ne peut pas quelque part avoir l'argent du beurre, enfin le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, il va falloir, moi je suis assez d'accord avec vous, construire des relations avec les sous-traitants qui durent dans le temps. Parce que c'est aussi une façon, parce que vous avez employé le mot tout à l'heure, de culture sécurité. Effectivement, en France, on n'a pas suffisamment développé ces aspects. Nous, au niveau de la fédération, on travaille avec un organisme qui s'appelle l'ICSI, qui a été d'ailleurs financé par la région Midi-Pyrénées après l'accident d'AZF, qui est donc l'Institut pour une culture de la sécurité industrielle, qui regroupe des universitaires, des docteurs en sociologie des organisations, ergonomie des organisations, les industriels, les organisations syndicales. Et tout ce petit monde se rencontre, discute de sujets précis et comment on résout ça. Et l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une culture, de partager une culture commune. Parce que on le sait, historiquement, ça s'est construit comme ça. On a fiabilisé les procédés, donc on a réduit le nombre d'accidents. Derrière, on a mis en place tous ces systèmes de gestion de la sécurité qui ont permis aussi de réduire le nombre d'accidents. Nous, on pense qu'on est devant le prochain palier, qui est comment on construit une culture commune autour de ces industries. Et c'est valable également, parce que c'est vrai, ça a été noté aussi, autour de Rouen, il y a probablement, enfin je veux dire, on l'a sous les yeux, donc voilà, un déficit à la fois d'information, parce qu'effectivement, les gens de Rouen ne veulent pas être rassurés, ils veulent être informés. Donc une information, et puis qui renvoie aussi à la capacité des services de l'État de prendre en charge ça. Donc il y a toute cette dimension à travailler, je pense, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut peut-être dépasser le cas de Lubrizol et s'inscrire dans... C'est pour ça qu'on parle de ces 1312 sites, c'est les eaux, oui, Judith Reynaud. Oui, non, j'irais tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Construire une culture commune, ça veut dire aussi, disons, mettre fin à l'étanchéité du mur de l'usine. C'est-à-dire que, évidemment, les salariés ont quand même très longtemps joué le rôle de sentinelle pour tous les risques, qu'ils soient à l'intérieur, mais aussi, du coup, à l'extérieur de l'usine, et des risques environnementaux, on va dire, des contaminations environnementales possibles. Et c'est vrai que le système croissant, qui est de plus en plus présent de précarisation de l'emploi et de ce système de recours à la sous-traitance absolument généralisé dans de nombreux secteurs, en particulier des secteurs où la question du risque et la question de la sécurité est fondamentale, joue bien sûr dans le sens de la déconstruction complète. Et cette séparation entre l'intérieur et l'extérieur de l'usine, c'est vraiment une construction historique en effet. C'est vraiment quelque chose qui est initialement construit dès que l'industrie commence à s'implanter et qu'on construit deux modes de gestion absolument distincts entre ce qui concerne la santé au travail, on va dire, et la santé des salariés, et la santé environnementale, et on va dire les nuisances au voisinage. Et on est l'héritier de ça. Et la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est absolument le fruit, en fait, de cette séparation. Le résultat de tout ça. Voilà, le résultat de tout ça. Oui, je partage complètement. Donc notre commission d'enquête a un travail énorme avec, j'espère, des préconisations, des recommandations, voire une modification ou des modifications de la législation qui vont emmener vers ce qu'on dit, la culture du risque. Il y a quelque chose probablement qu'il faudrait aussi interroger, parce que nous, les travaux qu'on a menés conjointement avec la Fédération Chimie Énergie CFDT et l'ICSI, on a mis des modules de formation en place pour nos équipes qui sont risque industriel majeur 1, 2, qui sont co-construit avec l'INERIS. On a d'autres modules de formation sur les facteurs humains et organisationnels de la sécurité qui sont construits en partenariat avec l'ICSI. Et c'est pour ça que je vous en parle. Il y a probablement un point important, c'est que quand on dit facteurs humains et organisationnels de la sécurité, on met, nous, le maillon fort derrière, enfin le facteur humain, c'est le maillon fort. Pour autant, on arrive sur les problématiques d'organisation du travail. Et là, nous, en tant que syndicalistes, on voit très bien comment ça se passe. Quand on commence à adresser ces questions à des responsables d'entreprise, on nous remercie. Pardon ? Dès que vous parlez des questions de moyens humains ? Non, dès qu'on parle des questions d'organisation. Parce que moi, je veux bien qu'on mette 3 extincteurs à la place d'un extincteur. Pour autant, si vous n'avez personne pour les tenir, ça va devenir difficile. Donc c'est assez, c'est à gros traits l'exemple que je donne. Mais en même temps, il y a cette question autour de l'organisation du travail. Et là, c'est sous cet aspect-là qu'on parle de culture sécurité. Mais dès lors que nous, on interroge nos dirigeants d'entreprise sur ces questions et qu'on l'emmène quelque part indirectement sur les aspects d'organisation du travail, on sait comment ça se passe, on nous remercie gentiment en nous disant que ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Pour autant, dès qu'on commence à parler de ces sujets
en ayant une porte d'entrée sécurité, vous avez trouvé une oreille attentive. La tension change. Pour autant, c'est pas gagné. Mais à mon avis, c'est une question centrale. Il y a un autre point qui a été abordé notamment par la sénatrice Brunin tout à l'heure. Les premiers sites Seveso ont été construits dans les années 30 et tous étaient isolés, évidemment, à l'époque. Le problème, c'est que les villes se sont étalées au fil des décennies. Évrard Fauche, qui est directeur de but à gaz à Petite Couronne en banlieue de Rouen, il a été interrogé par nos confrères d'Europe 1. Il nous dit ceci: des sites Seveso qui étaient hier en pleine campagne se retrouvent aujourd'hui en pleine ville. Ce sont souvent des sites qui génèrent de l'activité économique, des emplois. Se pose alors, dit-il, la question de l'acceptabilité sociale du risque. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? D'abord à ce premier point de ces villes qui se sont étalées et qui du coup se rapprochent des sites Seveso, et puis cette idée que peut-être il faut qu'on accepte le risque. Agnès Canaillé. Oui, alors effectivement, on voit que les zones industrielles, les zones urbaines se sont parfois imbriquées, et l'exemple rouennais en est Et des élus les ont autorisés. Et des élus les ont autorisés parce qu'ils n'ont pas eu forcément cette conscience réelle, et on parlait de culture du risque tout à l'heure. On voit bien que cette culture du risque, elle n'est pas appréhendée de manière forte en France et pas en amont. Après, il y a des exemples d'autres villes, comme je pense à Port-Jérôme-sur-Seine, où ce sont les raffineries Exxon Mobil, alors Esso et Mobil à l'époque. La ville s'est construite parce qu'il y avait les raffineries, c'est-à-dire que tous les habitants de la ville travaillent, ont un membre de leur famille qui a travaillé ou qui travaille chez Exxon, donc il y a une culture du risque qui est plus inhérente parce que vraiment les deux sont très très imbriqués, à la fois la ville et l'entreprise. Donc je pense qu'il y a besoin aussi, et c'est pas une fatalité, on a besoin de travailler autour de cette culture et d'acculturer les habitants à l'existence. Mais alors elle est où la solution aujourd'hui, Judith Reinande, quand on a des villes qui sont pas très loin des sites Seveso, on va pas déplacer les sites Seveso, on va pas réduire la taille des villes, qu'est-ce qu'on fait? Juste ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire Lubrizol, elle nous fait de manière absolument éclatante apparaître l'amnésie collective dans laquelle on est. C'est-à-dire que quand on dit cette histoire nous montre le risque en ville, mais le risque en ville, il est depuis qu'il y a de l'industrie. Et il a même été organisé comme tel. C'est-à-dire que la cohabitation entre la ville et l'industrie, elle a été organisée. Elle a répondu à un certain nombre de prescriptions d'une certaine manière. Je veux dire, c'est pas maintenant qu'il faut qu'on s'habitue au risque. On s'est toujours habitué au risque. Je dirais depuis la législation initiale qui est 1800. Et elle était normale, mais quand vous voyez la réaction des Rouennais, ils savent qu'il y a des sites Seveso très Ils le savent très bien. Mais moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que voilà, on s'est habitué depuis le début de l'ère industrielle, on va dire, à vivre avec ce risque. On s'est complètement accommodé. Il y a des stratégies de contournement, je dirais, psychologiques aussi, des habitants qui peuvent vivre à proximité immédiate de sites extrêmement dangereux qui peuvent exploser à n'importe quel moment. C'est le cas dans la vallée de la Basse-Seine, c'est le cas au sud de Lyon, dans le couloir de la chimie, c'est le cas à Fos-sur-Mer, où les gens se baignent à proximité immédiate d'usines extrêmement polluantes, et ils le savent très bien. Donc je veux dire, il y a des stratégies d'accommodement, on va dire, et qui sont aussi probablement la seule manière, finalement, en effet, d'accepter ce risque-là. Mais on ne va pas évidemment raser les villes à proximité, et on ne va pas non plus déplacer tous les sites. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de comprendre aussi qu'il faut peut-être remettre en question, et à l'occasion, en effet, d'un accident comme celui-ci, de se dire qu'est-ce qu'on fait après. Il faut peut-être aussi remettre un petit peu en question le système qui a amené à tout ça. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a besoin de cette usine-là? Est-ce qu'il faut toujours voir la question sous forme d'une dialectique emploi d'un côté et environnement de l'autre et protection de l'environnement? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre type de dialectique qui nous permette de penser les choses autrement? Nicole Bonnefoy, peut-être pour conclure, il nous reste 1 minute. Pour conclure, je partage ce qui vient d'être dit, cette nécessité de développer la culture du risque qui n'existe pas suffisamment en France, avec probablement une appréciation plus importante aujourd'hui qu'elle l'était par le passé sur les questions environnementales, sur les questions sanitaires. Donc les gens sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là, donc demandent qu'on leur dise la vérité et exigent également que des dispositions soient prises pour mieux prendre en compte ces risques-là, quoi. Donc c'est l'intérêt de la commission d'enquête. Donc on va essayer, sur tous les volets qui viennent d'être évoqués là, ils sont nombreux, de
travailler pour apporter ces réponses-là. Mais évidemment, ce n'est pas simple. Mais en tout cas, nous, on a la volonté de le faire et d'y arriver. Les auditions vont continuer Oui. et les sénateurs de cette commission d'enquête se rendront à Rouen jeudi. Merci. Oui. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Demain, vous retrouvez à cette place Lauriane Mancini à 7h30 dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Très bonne soirée sur Public Sénat.